Bonjour à tous, Fabienne Kinsek, Microsoft Marketing et Communication. On va faire un petit test de son avant de démarrer. Alors vous avez sur votre gauche une petite fenêtre de chat dans lequel vous pouvez poser vos questions durant toute la durée de ce call qui va durer 1 heure. Il n'y a pas d'échange Q&A en voix. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Donc il suffit de répondre. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui répondent, donc a priori ça fonctionne bien. Bienvenue sur le webinaire What's New destiné aux partenaires. Aujourd'hui on va vous parler de quatre sujets différents. Avant de démarrer l'agenda, vous avez sur votre gauche également une petite fenêtre, juste au-dessus de la fenêtre Q&A qui est Media Player. Alors durant la présentation, vous verrez il y a Julien Cherrier qui va switcher en fait de PowerPoint sur Edge, et vous devrez en fait cliquer sur Media Player et agrandir la fenêtre pour voir son bureau. Alors l'agenda. Donc nous avons aujourd'hui 5 intervenants. Alors Christopher va vous parler de la fin du support Windows Server 2008 et SQL. Ensuite, on enchaîne avec Florent et Mehdi sur les opportunités pour les équipes terrain de vos clients autour de l'Olance et de Dynamics 365. Donc Julien, qui va donc switcher de son écran sur son bureau, va bien sûr aborder toutes les nouveautés autour de la nouvelle plateforme partenaire qui s'appelle donc Partner Center. On va largement vous en parler. C'est une plateforme sur laquelle vous avez accès à tout votre partenariat avec Microsoft. Ensuite, Jean-Michel vous parlera en fait de toutes les possibilités de financing pour la transformation digitale de vos clients. Et on finira avec Dorine sur l'actualité de toute la partie licensing. Voilà, je passe la parole à Christopher donc sur la fin de Windows Server et SQL. Bonjour, je suis Christopher Flieger, je suis chef de produit Microsoft Azure ainsi que infrastructure, donc tout ce qui est Windows Server. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la fin de support de ces deux produits assez classiques, Windows Server et SQL Server 2008, en 10 minutes. Donc, pour vous faire un petit rappel, la date de fin de support de ces deux produits arrive assez rapidement. Pour SQL Server, c'est en juillet 2019 et pour Windows Server 2008, c'est en janvier 2020. Ça paraît loin pour certains, mais pour nos clients, c'est des projets d'upgrade, des projets de migration potentiellement qui prennent du temps. Donc, il faut dès maintenant commencer à parler aux clients. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de support? Assez classique, plus de mise à jour de sécurité, donc au bout de quelques jours à semaine, voilà, les machines des clients peuvent avoir des failles de sécurité et peuvent être attaquées voilà, par des failles publiques. Dans le cas de la GDPR, pareil, les clients sont dans l'obligation de sécuriser leur serveur aujourd'hui si ils traitent des données clients. Pareil, s'ils sont sur des versions anciennes, ils ne seront pas compliant avec la GDPR. Et troisième axe, bien sûr, voilà, de changement avec certains supports, c'est que forcément ces produits ont maintenant 10 ans. Et donc, les clients, ils loupent pas mal d'innovations produits autour, surtout de la sécurité dans les versions 2016 et 2019, autour de tout ce qui est intégration hybride avec Azure, les nouveautés de management avec Windows Admin Center, etc. Donc, c'est une discussion qu'il faut avoir avec les clients, leur montrer un peu la voie, que ce soit un upgrade on-prem ou une migration dans Azure. Je vais vous montrer les 4 scénarios possibles juste après. Et juste pour vous donner un peu de contexte sur le marché français, à peu près 58% des serveurs ou des machines en France tournent sur les versions Windows Server 2008 ou plus anciennes, donc Windows Server 2003. Donc c'est quand même un marché assez géant. Nos clients sont toujours quand même sur ces versions-là, et donc il faut les aider très rapidement à migrer parce qu'on a de plus en plus de machines dans le parc français qui sont plus à jour. Pour SQL, on n'a pas exactement les mêmes chiffres. Là, c'est plutôt la pénétration de SQL dans les organisations. Et là, on parle de 73% des organisations qui ont au moins une machine qui tourne sur des Linux ou des versions plus anciennes.
Donc voilà, c'est un vrai souci de sécu pour ces entreprises. Pour nous, c'est également une opportunité d'avoir des discussions de modernisation avec les clients. Et donc voilà, je voulais juste vous remettre en contexte un peu le marché dans lequel on se trouve. Donc qu'est-ce qui est disponible pour les clients? Qu'est-ce que Microsoft propose? À chaque fin de support d'un produit, on a souvent des offres quand même de transition pour aider nos clients. Et là, c'est pareil. Je commence par les deux offres plutôt on-prem pour les clients qui souhaitent rester on-prem dans leur data center. Les clients qui n'ont pas souscrit à la software assurance dans leur contrat, c'est assez simple. Ils n'auront droit à rien du tout. Ils devront acheter une licence. Donc Windows Server maintenant est en version 2019 et SQL Server en version 2017. Par contre, pour les clients qui ont la software assurance, eux, ils ont le droit d'upgrader leur version gratuitement vers les versions modernes, sachant quand même qu'il y a souvent des freins, que ce soit au niveau de la compatibilité des applications ou au niveau du matériel qui ne sera peut-être pas compatible avec les nouvelles versions. Donc très souvent, on voit quand même que les clients restent sur du 2008, qu'ils n'ont pas forcément le choix au niveau du matériel et qu'ils doivent quand même investir lourdement pour faire ces upgrades-là. Donc dans ces cas-là, on propose des patchs de sécurité étendus pendant 3 ans supplémentaires pour les clients, payantes, ces patchs, payantes, et ils coûteront à peu près 75% du coût de la licence publique par an. Donc sur 3 ans, on va compter 227% du coût de la licence par machine. Donc c'est quand même un investissement assez lourd, mais cela empêchera les failles de sécu sur les versions de l'UNIX que le client doit maintenir. Le client il peut couvrir les machines qu'il souhaite couvrir, donc il n'est pas obligé de couvrir tout son parc, et surtout il peut arrêter au bout d'1 an ou 2 ans s'il le souhaite, s'il est prêt à se moderniser. Donc ça, c'est les deux offres plutôt on-prem, voilà, assez simple, pas de SA, pas d'offre. Si elle a la SA, il peut migrer ou il a des patchs payants pendant 3 ans. Deuxième type d'offre, c'est plutôt tout ce qui est migration Azure. Donc là, on a de plus en plus de petites offres sympas pour aider le client à se transformer vers le cloud, que ce soit pour les clients qui ont la SA ou ceux qui n'en ont pas. On offre pour ceux qui migrent sur Azure 3 ans de patch de sécurité, comme sur l'on-prem, mais là, c'est complètement gratuit. Donc, ces offres-là, techniquement, sont encore en train de sortir. Tout ça, c'est pas encore prêt. Mais normalement, si votre client migre sur Azure, automatiquement, il recevra des patchs pour ces machines du 2008, que ce soit du SQL ou du Windows Server. Ça marchera pour toutes les versions, ça marchera même pour les versions 32 Ensuite, vous le savez sûrement, sur Azure, on a ce qu'on appelle des réserves d'instances qui permettent de réduire le coût des machines de 40 à 60% en les réservant 1 ou 3 ans à l'avance. Ce qui se cumule encore une fois à cette idée de maintenir pendant 3 ans les machines. Et pour les clients qui ont la SA, on a une offre supplémentaire qui s'appelle Azure Hybrid Benefit, que vous devez également connaître probablement, qui permet de faire de la mobilité de licences. Donc si le client a déjà ses licences on-prem, il peut les porter gratuitement sur Azure, ce qui fait donc qu'à la fin, en cumulant toutes ces offres-là, on se retrouve avec un discount sur une machine virtuelle Windows Server, par exemple, de 70 à 90%, sachant que, par exemple, un concurrent comme Amazon ne pourra pas du tout retrouver les mêmes prix et que souvent ils sont 4 à 5 fois plus chers pour ce genre d'hébergement, pour ces versions-là. Donc ça vous permettra également de avoir des discussions avec des clients qui sont très AWS, parce qu'ils ont peut-être des parts on-prem Windows Server aussi que 2008. Ça vous permettra d'ouvrir un peu ces portes-là. Voilà, j'ai à peu près fini. Mon temps s'écoule doucement. J'ai encore un peu de temps en fait, c'est vrai. Juste pour finir, je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir dès maintenant. Pour les clients qui ont des versions du 8, souvent ils vont avoir une approche mixte. Certaines machines ils vont pouvoir moderniser, certains ils vont pouvoir upgrader on-prem, certains ils vont pouvoir migrer. Cependant, le projet de migration, c'est une discussion qui sont possibles, surtout pour les clients qui ne sont pas encore dans le cloud. Donc, le plus tôt on anticipe, le plus tôt on a cette discussion-là, le plus tôt on peut prévoir cette migration, on peut rassurer le client sur la sécurité, sur les prix, faire un POC. Donc c'est aussi pour ça qu'on
qu'on vous propose de démarrer dès aujourd'hui ces discussions-là avec l'IT, surtout chez vos clients. Au niveau des SKU pour l'extension de support on-prem, ce sera plutôt disponible entre janvier et mars. Donc vous ne pouvez pas encore le vendre, donc on n'a pas encore les prix 100% finaux, mais sachez quand même que c'est à peu près 75% du prix public de la licence. Et pour Azure, de toute façon, une fois que le client sera migré, il n'y aura pas forcément de manip à faire. Donc qu'il migre avant ou après la date de fin de support, il sera supporté automatiquement. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on passe à la suite. Oui, avec Florent et avec... Je te laisse si tu veux. Bonjour à tous, alors je suis Florent Pétissier, je suis chef de produit HoloLens chez Microsoft et je suis accompagné de Mehdi Eliassir qui est Cloud Solution Architect Device. Alors, bonjour à tous, je cherchais une transition avec l'intervention de Christopher sur la fin de support Windows Server SQL. Je suis désolé, j'ai bien cherché, j'en ai pas trouvé pour faire le lien avec HoloLens, la Artemis et les applications Dynamics 365. Alors juste avant de donner la parole à Mehdi, il y a de la data, il y a un peu de data, voilà. Juste avant de donner la parole à Mehdi, concrètement, la réalité mixte chez Microsoft se matérialise notamment à travers HoloLens. HoloLens qui est un ordinateur holographique autonome qu'on va mettre en fait sur sa tête et qui va nous permettre de projeter dans le monde réel des éléments virtuels sous la forme d'hologrammes avec pour but de réinventer de nombreux scénarios métiers autour de différents cas d'usage comme la formation, comme la maintenance assistée, c'est ce qu'on verra notamment aujourd'hui, comme l'assistance à la production, le design ou encore l'expérience client. C'est un produit qui est disponible depuis presque plus de 2 ans aujourd'hui en France et adopté par de nombreux clients. Jusqu'à présent, et c'est en train de changer, c'est ce qu'on va vous présenter avec Mehdi. Jusqu'à présent, comment fonctionnait un projet HoloLens? Quelque part, le client, votre client, devait acheter les devices, les appareils, et puis bien souvent faire un développement sur mesure d'une application métier qui correspondait à son cas d'usage. La nouveauté, depuis début octobre, et ce qu'on va vous présenter avec Mehdi, c'est que désormais, il y a également des applications sur étagère qui sont disponibles, clé en main, pour que les clients puissent, eux, directement avoir le device et l'application et passer sur une mise en production par rapport à leur scénario métier. Ces applications-là, elles sont désormais, bien entendu, disponibles et on encourage l'écosystème partenaire à les utiliser. Avant de vous les présenter dans le détail, on va vous faire une petite introduction sur le contexte et les enjeux. Okay. Là, en fait, on va d'abord positionner un petit peu le débat sur la problématique métier qu'on va résoudre chez nos clients. Alors ici, on a un scénario réel en fait d'une entreprise qui a des foreuses. Ces foreuses, là, on voit en fait tout en haut, on a une problématique, une panne en fait qui arrive sur une foreuse. Là, en l'occurrence, un disque qui est endommagé. Une des réactions simples et faciles, le client prend son téléphone, il appelle une société de maintenance ou de réparation. La société de maintenance, 2 heures plus tard, elle dépêche un technicien pour aller voir la panne. Et sauf que le technicien il se retrouve dans la situation où il n'a pas les outils pour réparer justement cette foreuse. Là, ce qu'il va faire, il va faire un appel à un expert derrière pour valider, mais même l'expert, il ne peut pas en fait l'aider parce que il n'arrive pas en fait à visualiser exactement ce qu'il y a sur le terrain et du coup avec les explications au téléphone ça ne passe pas et il doit revenir avec un autre expert. 26 heures après, le client est bloqué, il ne peut pas continuer à travailler, il a des pertes sèches sur sa production. Et à la fin en fait de l'intervention, après la réparation, le technicien il dit, vous savez, franchement, si on a réparé en fait, si on a installé en fait une boîte de vitesse neuve,
on aurait résolu le problème, enfin, vous n'aurez pas ce problème qui va se reproduire par la suite. Là, en fait, on a perdu sur les trois aspects. Premièrement, on a des temps d'arrêt imprévus. On a une satisfaction client qui est juste catastrophique. Et à la fin, on ne peut rien vendre en fait, aux clients, pas de vente additionnelle. Alors, en reprenant en fait le même scénario, mais avec d'autres technologies, où là, on a la foreuse en fait qui ne tombe pas encore en panne. Par contre, elle a des capteurs qui nous envoient en fait des informations et qui nous disent que la température est vraiment anormale. Et je pense qu'il faut quand même intervenir avant qu'il y ait vraiment en fait la panne. Là, en fait, à distance, on va pouvoir prendre cette information, on fait du monitoring, on fait du support, on va pouvoir appeler le client et exécuter en fait un diagnostic à distance, là, il n'y a même pas d'intervention. À partir en fait, de ça, on va décider quel est le meilleur moyen pour résoudre en fait cette problématique. En dépêchant en fait, le bon technicien, qui a les bonnes compétences avec les bons outils et qui est plus proche en fait du client. Il y a une planification des bons techniciens sur le terrain. Le technicien, quand il arrive, il aura en fait un certain nombre d'informations vu qu'on a récupéré pas mal de données, des objets connectés sur cette machine, des recommandations pour réparer certaines pièces ou pour changer ou pour changer des pièces ou changer de ligne par exemple ou de choses. Quand il n'arrive pas en fait à résoudre la problématique, il va mettre en fait ses lunettes et il va pouvoir partager exactement ce qu'il est en train de voir avec l'expert qui est à distance et qui va le guider jusqu'à la résolution ou voir en fait maintenir mieux en fait cette machine. Et là en fait on gagne sur les trois aspects. Premièrement, on n'a pas de temps d'arrêt. On passe en fait d'une situation de j'ai un problème, je répare à zéro problème. Et après, j'ai mes clients, mon client est satisfait parce que sa production n'est pas à l'arrêt. Et à partir de là, je peux vendre en fait d'autres services. Je peux vendre en fait des services de réparation, techniques, avec les compétences en fait techniques de la société de service. Et je peux vendre aussi des services basés en fait sur la data que j'ai récupérée en fait au fur et à mesure de l'ensemble en fait des interventions. Sur la base en fait de ça, quelles sont les technologies qu'on va utiliser? Premièrement, pour la première situation, on fait du remote monitoring, c'est-à-dire on récupère en fait l'ensemble des informations que j'ai sur les objets connectés. Là, c'est un Azure IoT, c'est un IoT central qui va pouvoir nous récupérer en fait les data, les analyser, et monitorer à distance notre machine. On va pouvoir aussi gérer toute la partie support à distance, où là, on va utiliser un Dynamics 365 Customer Service qui va nous permettre de gérer l'ensemble des appels support, envoyer des informations aux IoT, appeler le bon intervenant chez le client pour pouvoir intervenir. Et après, pour dépêcher en fait le technicien, on va utiliser Field Service et la planification des techniciens pour optimiser justement cette planification. Après, on va pouvoir avoir, quand le technicien est sur place, il a des outils pour pouvoir vendre mieux ou plus en fait à son client. Il a aussi la capacité de se connecter avec Dynamics 365 Remote Assist, qui est un produit qu'on va détailler juste après cette présentation, pour résoudre, pour pouvoir en fait partager le contexte métier du technicien sur le terrain avec l'expert qui est à distance. Et tout ça, c'est de la data, de l'analyse, du Power BI, de l'Azure ML, pour pouvoir analyser l'ensemble des data. Et là, on est passé en fait d'un scénario où on fait du backlist fixe
j'ai une panne, je répare, à never break, jamais de problème. Et donc, concrètement, quand on a posé ce contexte et cette problématique auprès de nos clients, la réalité mixte, qui est du coup quelque part l'agrégation des réalités virtuelles ou réalités augmentées qui s'expriment avec HoloLens, peut être une solution. Et c'est vrai que dans les différents scénarios qu'on a vus aujourd'hui, après un peu plus de 2 ans d'utilisation par nos clients, 2 scénarios sont privilégiés aujourd'hui. Le scénario d'assistance à distance et le scénario d'aménagement d'espace. Ça tombe bien, ces 2 scénarios-là, aujourd'hui, ont des applications métiers concrètes pour pouvoir être mises en place. La première application métier, c'est une application qui s'appelle Dynamics 365 Remote Assist. Concrètement, pour vous aider à comprendre un peu mieux ce qu'on peut faire avec, si vous regardez l'image, on va pouvoir donner de l'expertise à un collaborateur terrain. C'est exactement le contexte que mentionnait Mehdi. Une personne qui a besoin d'un savoir-faire et qui est sur le terrain en train de réparer une machine va pouvoir être en collaboration avec un expert qui va être à distance. Et cet expert à distance va pouvoir le guider à travers la voix, bien sûr, mais également partager avec lui un ensemble de documents. Ça peut être une notice en PDF, voire même des annotations en 3D pour le guider dans son opération de maintenance. Voir afficher les datas en fait, de l'IoT devant en fait, la machine. Exactement. Cette collaboration, elle est basée à la fois sur le logiciel Microsoft Teams, donc pour pouvoir appeler son collaborateur, et également sur la partie Dynamics 365 Field Services pour pouvoir avoir toute la partie gestion des work orders, sélectionner le bon expert. Exactement. En fait, l'ensemble des experts que vous voyez sur l'écran, c'est dans Dynamics 365, on va pouvoir les planifier et les contacter bien. Donc vous retrouvez ici l'ensemble des fonctionnalités de cette application où l'idée est d'avoir à distance un expert qui à la fois vous guide et vous envoie de l'information en 3D à travers des PDF, à travers des images. Vous pouvez partager avec lui ce que vous voyez, donc il y a une vraie mise en situation et cela marche bien sûr entre l'expert terrain qui lui est équipé d'HoloLens d'un côté et puis après derrière celui qui est à distance et qui peut être équipé de ces solutions-là à la fois sur son PC ou même sur son mobile parce que c'est compatible avec les appareils mobiles. Ça, c'est la solution, on va dire, d'expertise à distance. Il existe une deuxième solution qui s'appelle Dynamics 365 Layout et qui permet de visualiser dans son monde réel des éléments virtuels. Quelque part, c'est comme si c'était une bibliothèque d'assets. Alors, ça peut être des mobiliers en usine, dans un magasin, que je vais placer directement en mise en situation dans mon espace, de façon à visualiser l'aménagement physique et du coup de valider la prise de décision avant de passer à la réalisation. Là encore, c'est assez simple. En fait, c'est une bibliothèque d'hologrammes que je vais charger depuis mon PC et que je vais pouvoir visualiser directement dans mon HoloLens pour répondre à toutes les problématiques d'aménagement d'espace. Par rapport à ces 2 solutions, aujourd'hui, ce qu'on encourage notre écosystème partenaire à faire, c'est à la fois à peut-être les intégrer dans leur business unit sur des aspects très verticalisés. Alors, en fait, il y a 2 sujets. Enfin, il y a des partenaires qui vont développer des applications dans HoloLens et rajouter en fait de la valeur au niveau applicatif. Il y a aussi d'autres typologies en fait de partenaires qui vont faire en fait une vision globale de tout ce qui se passe côté client. C'est le scénario que j'ai décrit en fait au début, où on va utiliser pas mal de technologies pour résoudre une problématique multiple bien spécifique. C'est-à-dire une connaissance de HoloLens, une connaissance d'IoT, une connaissance de field service, une connaissance de dynamique. Et ça me permet en fait d'avoir une solution verticale complète pour résoudre une problématique métier bien spécifique.
Et là, en fait, c'est ce genre en fait, de partenaires qu'on essaie de chercher avec des applications qui sont prêtes à l'emploi, connectées à Dynamics 365. Et ils sont, on peut démarrer très très rapidement sans avoir en fait de code, sans développer pour résoudre justement ce problème. Et c'est ça en fait le but justement de ces applications. Et après, effectivement, on a un peu cette possibilité de développement autour de... Donc pour résumer, si je suis partenaire et que je suis CSP par exemple, je peux revendre ces applications à mon client. On n'a pas parlé de pricing, mais on enverra l'ensemble des liens disponibles, mais elles sont à 65 et 95 dollars par utilisateur par mois. Je peux donc les revendre. Je peux également en faire l'intégration directement chez mon client, c'est-à-dire connecter ces applications avec son système d'information de façon à ce que les données soient bien connectées. Ou alors, je peux les inclure, moi, dans une offre un peu plus globale que j'ai pour adresser certaines populations, comme la partie par exemple, collaborateur terrain. Enfin, on vous a listé ici l'ensemble des ressources disponibles sur ces deux applications. Donc, pour tout savoir sur comment mettre en œuvre le déploiement de cette application, comment revendre ces applications, ou même vous former sur le discours business et métier pour aller convaincre vos clients finaux, vous avez l'ensemble des ressources qui sont disponibles ici. Merci à vous. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Donc, je passe à la slide suivante. Je suis Julien Chirnier, je m'occupe des programmes de recrutement des partenaires pour la France. Je suis dans l'équipe du coup de marketing, ainsi que Fabienne. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démonstration de Partner Center, ou en bon français, le tableau de bord du partenaire. Donc Partner Center, c'est un nouvel outil qui est disponible déjà maintenant depuis à peu près 6 mois. Cependant, sachez qu'il existe en ce moment plusieurs vagues de migration vers ce nouvel outil qui concerne vraiment l'ensemble des partenaires, puisque Partner Center est l'outil qui va vous permettre en fait de gérer l'ensemble du partenariat Microsoft. Alors normalement, vous avez une fenêtre qui s'appelle Media Player sur votre écran. Je vais vous demander de l'ouvrir en grand et de basculer sur cette fenêtre pour que vous puissiez voir mon écran qui doit normalement du coup bien s'afficher. Ok, ça marche. Donc voilà, donc cet espace partenaire, je vous disais, c'est votre espace central en fait pour gérer le partenariat NPM, pour gérer l'ensemble de votre profil commercial qui apparaît sur notre annuaire des partenaires. Ça va vous permettre également de gérer toute la partie CSP pour ceux qui utilisent Cloud Solution Provider comme véhicule contractuel pour acheter et vendre des souscriptions Microsoft. Ça va vous permettre de gérer aussi les incentives pour ceux qui en bénéficient. Donc là, la migration est en cours pour les incentives. Ça va vous permettre de pas être séparé pour les partenaires, mais ça va migrer à terme dans Partner Center. Donc normalement, Partner Center fonctionne même pas normalement, Partner Center en fait fonctionne sur la base de votre compte email professionnel, donc sur la base de votre tenant Office 365, Azure ou Dynamics 365. Donc en fait, si vous aviez la gestion du partenariat NPM sur l'ancien système, en fait, vous vous connectiez avec votre compte Microsoft, donc un compte Outlook, un compte Live ou un compte Hotmail. Le Partner Center, sachez que vous vous connectez avec votre tenant, donc qui est derrière un Active Directory. La bonne nouvelle avec ça, c'est que globalement, en fait, ça vous permet de rapatrier directement tous les utilisateurs de l'entreprise. Vous n'avez pas à créer des comptes pour chacun des utilisateurs de la plateforme. Alors, quand vous arrivez sur Partner Center, en fait, vous arrivez sur cette vue-là. Très vite, en fait, vous pouvez déjà aller voir vos autorisations. Sur Partner Center, en fait, il y a différents niveaux d'autorisation. Donc moi, dans cette vue-là, en fait, je suis administrateur NPM, c'est-à-dire que je vais avoir la gestion, notamment donc, du niveau d'adhésion de Microsoft, enfin, du partenariat Microsoft. Donc je suis soit simple membre, je peux être également Action Pack, Silver ou Gold, qui sont les différents niveaux d'adhésion au partenariat. Mais en fait, l'administrateur peut aussi déléguer d'autres systèmes, d'autres rôles pour gérer le compte, notamment pour, par exemple,
pour tous ceux qui font du marketing, c'est bien d'avoir accès au système de référence qui est votre profil commercial, on verra après, dans l'annuaire des partenaires. La partie marketing, on va dire, de l'espace partenaire. Je vais revenir sur la page de présentation. Ce qui est également intéressant sur cette page-là, c'est pour tous les certifiés. Donc pour tous les gens qui sont MCSE ou MCSA, qui ont des certifications, sachez que Partner Center ne rapatrie pas de manière automatique toutes les certifications qui étaient présentes dans l'ancien système, donc le Partner Membership Center. Il faut en fait que chaque MCSE se connecte du coup à son Partner Center, aille dans la rubrique Mon profil, et dans cette rubrique-là, cliquez sur donc, recevoir un accès à Partner University, cliquez sur associer un compte Microsoft Learning, et là en fait on va demander l'ID du MCSE. De cette manière-là, ça va permettre de rapatrier en fait les informations de certification dans Partner Center. Et ça, c'est très important pour vous qui gérez en fait l'administration de Partner Center, parce que de cette manière-là, en fait, nous, ça va nous permettre de voir les prérequis qui sont nécessaires pour obtenir une compétence Silver ou qui sont nécessaires pour obtenir une compétence Gold. C'est de cette manière-là qu'en fait, on va vous donner accès à la souscription à ces compétences. Alors, sachez que Partner Center également, la page donc, de présentation est accessible en fait depuis directement le portail partner.microsoft.com. Ici, en fait, vous avez un espace pour vous connecter et en fait, une fois que vous êtes connecté, du coup, le tableau de bord est directement accessible dans la navigation. Donc, si vous avez une adresse à retenir pour accéder à ce tableau de bord, c'est vraiment partner.microsoft.com. Voilà, donc je reviens au tableau de bord. Donc ici, le menu est très simple. Donc pour ceux qui ont du CST, vous avez donc le menu CST qui s'affiche ici. Bon, moi je ne l'ai pas parce que ça c'est un compte de démo. Vous avez ensuite le menu MPN et ensuite le menu référence pour gérer le profil commercial. Dans le menu MPN, vous avez donc les offres pour les abonnés. Donc c'est ici que vous allez retrouver le statut de votre partenariat. Donc ici en fait, moi je suis dans le modèle où en fait, j'ai un action pack et vous avez également, en tout cas si vous voulez prétendre à un niveau silver ou un niveau gold, ici vous aurez donc les deux cases qui vont apparaître et en fait moi j'ai juste en savoir plus parce que je ne suis pas forcément éligible à silver ou à gold, mais en tout cas quand vous l'êtes, vous pouvez directement payer donc les fees, payer les frais d'adhésion qui sont ici en dollars mais qui sont de 1 600 € pour la partie silver et 3 800 € pour la partie gold. À noter que pour payer donc ces frais, vous avez le choix de la carte bancaire ou le choix d'un virement bancaire pour les plus grandes sociétés. Je vais revenir donc sur la partie NPM. Deuxième onglet, donc vous avez la partie compétences. Donc la partie compétences ici pour moi, elle va être très light. Parce qu'en fait, j'ai pas de compte test pour les compétences, mais en tout cas, sachez qu'ici, en fait, vous pouvez voir la liste des compétences, la liste de l'ensemble des compétences qui sont disponibles actuellement dans le cadre du partenariat. Et puis ici, ensuite, vous avez tout simplement le statut des exigences, Silver et pour Gold. Et en fait, ici, bon, moi, j'ai non démarré. Sachez qu'en fonction, en fait, des informations qui vous remontent, ici, vous pouvez avoir différents statuts. Vous pouvez avoir le statut soit satisfait, soit le statut risqué ou soit le statut en cours. Quand vous cliquez en fait dans chacune des compétences, vous pouvez directement en fait arriver sur le statut de votre société. À noter que lorsque vous avez en fait rempli les prérequis, donc là par exemple je suis dans la compétence Application Development, qui est la compétence plus associée aux éditeurs de logiciels. Ici, voilà, on me dit que pour devenir Gold, mon organisation doit compter 4 personnes certifiées sur la partie App Builder. En fait, lorsque ces 4 certifiés se sont enregistrés dans Partner Center, vous allez avoir une petite checkmark qui va apparaître là en vert en vous disant que vous avez bien rempli les prérequis. Et à ce moment-là, du coup, ça va débloquer en fait le paiement et vous allez pouvoir obtenir la compétence. Sur la partie avantages, vous allez retrouver donc, du coup, les avantages du partenariat Microsoft. Bien souvent, les partenaires ne sont pas au courant en fait, de tout ce dont ils bénéficient à travers le partenariat. Donc là, ce qui est pas mal dans Partner Center, c'est que là, vous avez vraiment le récap complet.
Donc vous avez des logiciels à usage interne, que ce soit des logiciels on-prem ou des logiciels cloud. Vous avez du Visual Studio, vous avez des avantages techniques qui sont inclus donc dans le partenariat. Donc moi, dans le cadre de l'Action Pack, j'ai par exemple dans les abonnements cloud $100 d'Azure par mois pour faire par exemple des projets avant-vente. J'ai également de Office 365 et vous voyez que là, très simplement, vous pouvez obtenir les clés d'activation pour pouvoir déployer eh bien, chez vous en interne, sur les postes de collaborateurs, eh bien, les produits Microsoft. Les avantages techniques également, c'est une partie importante du partenariat. Dans le cadre de l'Action Pack, donc les partenaires ont 5 heures de conseil quand même en avant-vente avec les ingénieurs techniques Microsoft. Donc ça c'est à la fois de l'avant-vente et également du déploiement. Si vous avez des soucis sur la partie déploiement, sachez que vous pouvez quand même les solliciter. Et ici vous avez le lien qui est envoyé la demande technique de présence et de déploiement. Ça c'est le lien donc, sur lequel vous allez pouvoir vous enregistrer et derrière il y a un ingénieur Microsoft qui va vous rappeler. Toute cette partie-là, tous les avantages sont dans cette partie-là. Donc en fonction de votre rôle dans Partner Center, vous avez accès ou non à ce type d'avantages. Et puis, donc du coup, je vais finir sur la partie références. Donc les références, qu'est-ce que c'est en fait? C'est votre profil commercial sur l'annuaire des partenaires. Alors, je reviens juste à la présentation. En fait, sur la page d'accueil du Partner Center, vous avez le lien direct vers l'annuaire des partenaires. Il est ici dans recherche de partenaires. Vous allez donc voilà, rechercher d'autres partenaires. Non, autant pour moi, c'est afficher les profils professionnels. C'est ce deuxième lien-là. Si vous faites tomber sur l'annuaire des partenaires, c'est là en fait où votre profil va apparaître. Et en fait, c'est là où les clients qui transitent sur les différents sites de Microsoft et qui cherchent un partenaire à un moment donné, ils vont cliquer sur le lien « Je cherche un partenaire », ils vont tomber sur cet annuaire et en fonction de différents critères, notamment de la localisation, vont pouvoir tomber sur votre profil. Donc si vous vous demandez comment remplir ce fameux profil, c'est dans le site ici, c'est dans le Partner Center. Ici, en fait, vous choisissez bien sûr la France, créez votre profil métier, et ici, en fait, vous avez donc votre carte d'identité. C'est très important d'y passer un peu de temps, mettre votre logo, mettre votre description, environ 300 à 400 mots, avec vraiment des mots-clés très précis sur ce que c'est votre activité, c'est quoi vos domaines d'expertise, pour qu'on puisse, bien sûr, facilement vous trouver. C'est comme si vous effectuez une recherche en ligne ou dans Google. Lorsque vous cherchez quelque chose, vous marquez des mots-clés très précis pour trouver, en fait, ce dont vous avez besoin. Ça fonctionne exactement de la même façon sur l'annuaire des partenaires. Ici, vous avez donc différents champs pour renseigner votre expertise, les produits qui vous êtes sûr que vous maîtrisez, les solutions de manière générale, ça c'est plutôt, on va dire, vos offres packagées, les compétences, et vous avez également Microsoft qui vous permet de rapatrier les compétences que vous avez de manière complètement automatique. Et bien sûr, les préférences du client, ça j'insiste bien, ne cochez pas toutes les cases par défaut, sinon vous allez vous retrouver avec des projets, ça se trouve, de TPE, alors que vous n'avez pas forcément envie d'avoir ce genre de projet. Voilà, j'en ai fini sur cette démo de Partner Center qui a été très très rapide. Ce que je vous invite à faire, c'est aller sur le Yammer MPN. Sur la partie MPN, je posterai un guide pas à pas pour que vous puissiez prendre en main le Partner Center. Et voilà, si vous allez sur donc, le Yammer MPN, si vous n'avez pas forcément accès, notez cette adresse, c'est aka.ms/cartable. Et vous allez retrouver donc notre Bible sur laquelle vous avez un lien vers le Yammer MPN. Donc, je répète le lien pour ceux qui ne l'auraient pas forcément noté, aka.ms/cartable. Merci Julien, je fais la transition. Jean-Michel Nat, je suis Senior Finance Manager chez Microsoft France. Je m'occupe particulièrement de la division Microsoft Financing. Nous allons d'abord vous projeter une vidéo de 3 minutes et nous nous retrouvons juste après. Si elle fonctionne. Alors, on va essayer.
Hop, pardon. Hop, on va y arriver. Voilà, elle va partir dans quelques minutes. Voilà. Alors, je reclique et ça va partir. C'est bon. Nous expliquons les solutions de paiement de Microsoft Financing. Voici Franck. Franck dirige une entreprise industrielle et se pose des questions. Il sait que certaines machines doivent être remplacées d'urgence. Il souhaite en même temps investir dans des solutions de communication et de sécurité informatique. En effet, Paul, son directeur informatique, lui a recommandé de migrer vers le cloud Microsoft ainsi que de remplacer certains ordinateurs et serveurs de l'entreprise. Franck sait que ces deux investissements sont importants pour rester compétitif. Le responsable des achats, Christian, tente d'élaborer des plans d'investissement depuis déjà plusieurs jours. Il ne trouve pourtant aucune solution pour investir dans tout à la fois sans mettre en péril la trésorerie de l'entreprise. Jusqu'à ce qu'il entende parler des solutions de paiement proposées par Microsoft Financing. Ces solutions de paiement permettent à Christian de structurer les échéances de paiement pour le cloud Microsoft et les solutions matérielles afin de répondre aux besoins de son entreprise. Ainsi, Franck n'a plus à choisir entre informatique et outils de production. Christian dispose désormais d'une flexibilité totale. Il peut faire ses achats par le biais de Microsoft Financing et effectuer le premier versement tout de suite, ou bien attendre le prochain exercice. Les paiements peuvent être progressifs, reportés ou même alignés sur les cycles budgétaires. Quelle que soit la décision de Paul, les nouveaux matériels et logiciels sont mis à sa disposition tout de suite. Ceci permet à l'entreprise de tirer profit de ces nouvelles technologies de communication avant même d'avoir à en supporter les coûts. Un avantage de la solution de paiement progressif retenue par Christian. De plus, il peut opter pour des paiements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels en fonction de la trésorerie de son entreprise et de ce qui semble le mieux adapté. Et là aussi, les solutions de paiement peuvent facilement s'adapter aux changements survenant dans l'entreprise. Mais que se passe-t-il si Paul souhaite acquérir des produits et services Microsoft et des solutions logicielles partenaires auprès d'autres partenaires Microsoft? Aucun problème. Le plan de financement personnalisé peut inclure tous les postes, même si ceux-ci ont été achetés auprès de différents fournisseurs. Franck est ravi. Grâce aux solutions de paiement de Microsoft Financing, il peut acheter de nouveaux produits et services Microsoft quand il en a besoin et échelonner les paiements en fonction des phases de déploiement. Une excellente solution. Vous souhaitez en apprendre davantage sur les possibilités de solutions de paiement pour vos produits Microsoft? Consultez notre site internet à l'adresse suivante www.microsoft.com. Voilà, donc je pense que ces scénarios sont des scénarios qui vous parlent, ces situations vous semblent assez familières. Effectivement, souvent il se peut que pour des questions budgétaires, des questions d'activité saisonnière, de priorité de budget, de projet, ou de gestion de trésorerie ou de rentabilité financière, les projets soient reportés, réduits ou tout simplement annulés. Donc chez Microsoft Financing, on fait en sorte de faciliter l'acquisition des licences, mais pas simplement, des services aussi partenaires, afin d'aider et de surmonter ces obstacles. Différents scénarios en fonction des priorités du client. On peut effectivement étaler ses coûts sur la durée, sur généralement 12 ou 36 mois, en paiement mensuel, trimestriel, semestriel. On peut effectivement aussi lisser sa charge en fonction de sa clôture de bilan, en faisant des sauts de paiement. On peut reporter un paiement jusqu'à 7 mois et ensuite lisser sa charge sur la durée restante du contrat, 12 mois ou 36 mois ou 24 mois. On peut aussi faire l'acquisition d'une licence avec un paiement au déploiement, donc par étape, en ayant un plan de paiement défini dès le début qui est lié à un plan de déploiement des licences dans la structure. On peut tout à fait effectivement lier ces paiements à ce déploiement. Et on peut aussi lier les paiements en fonction d'une activité saisonnière avec un plan de paiement, on va dire, sur mesure,
liées effectivement aux rentrées, au chiffre d'affaires saisonnier. Alors il n'y a pas de scénario fixe, il y en a des millions qui sont liés à l'identification des priorités financières de vos clients et on peut s'ajuster à l'ensemble des scénarios qui ont du sens pour sa rentabilité financière ou économique et qui peut faire en sorte justement de pouvoir donner aux clients la possibilité d'acquérir les licences et vos services dès le début et non plus au fil de l'eau. Alors les modèles contractuels, on a deux modèles. Le modèle direct, lorsque Microsoft facture directement un client, nous avons ce qu'on appelle l'extended à terme, qui est en fait une cession de créance auprès de Microsoft et auprès d'une troisième partie qui sont nos partenaires financiers. Nous travaillons exclusivement avec Société Générale et BNP Paribas. Et vous avez le modèle direct où effectivement l'ensemble des solutions partenaires puissent être inclus. Donc le service, la licence, pourquoi pas des solutions aussi hardware dans lesquelles on peut proposer des solutions de financement de 12 à 36 mois. Il n'y a pas de minimum, ou le minimum je dirais est plutôt de 10 000 euros sur le financement. Et on a financé des projets jusqu'à 100 ou 200 millions d'euros. Donc réellement, l'important est de mettre à la connaissance du client ces solutions de paiement afin de ne pas avoir de blocage par la suite. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je serai ensuite disponible pour y répondre directement. Et je laisse la parole à Dorine sur les licences. Je te remercie. Bonjour à tous, donc je suis Dorine Vallès, je suis Commercial Licensing Lead donc chez Microsoft. Vous avez sûrement l'habitude d'être avec une intelligente d'autres fois, donc aujourd'hui c'est moi. Je vais vous faire un petit rappel assez important donc, sur le Microsoft Cloud Agreement. Donc, on va regarder pourquoi est-ce qu'il est important de le faire signer auprès de vos clients. Donc déjà, vous le savez que depuis le 7 août, cette disponibilité est en ligne sur votre Partner Center. Donc vous pouvez depuis le 7 août accorder la signature de votre client. Depuis le 7 novembre, donc tout récemment, il est maintenant obligatoire de fournir la preuve d'acceptation comme quoi que votre client a bien signé le Microsoft Cloud Agreement. Donc, pourquoi le signer est-il important? Puisqu'il vous protège à vous en tant que partenaire. Il assure comme quoi que vos clients ont bien lu tous vos termes et acceptent bien vos conditions donc, pour revendre vos produits en service. On va faire une petite démonstration sur le Partner Center. Donc là, c'est pour ajouter un nouveau client. Donc là, vous êtes sur votre tableau de bord. Vous allez sur Client, donc sur la colonne de gauche. Ensuite, vous aurez Informations sur le compte. Et là, en bas, donc c'est là où tout va se passer, puisqu'il faudra cliquer sur, voilà, là où j'ai mon petit rectangle de couleur orange. Donc il faudra cliquer comme quoi que votre client a bien confirmé le MCA. Puis vous devrez aussi ajouter les informations du contact. Donc les informations qui sont requises par Microsoft, c'est le nom, le prénom ainsi que l'adresse mail de votre contact. Le numéro de téléphone est totalement optionnel, hein, c'est comme vous le souhaitez. Alors sachez que votre client ne reçoit pas de notification. Hein. Si vous avez cliqué sur cette case-là, le client ne reçoit rien de son côté. Ensuite, nous avons la même manipulation, mais pour un client déjà existant. Donc, vous êtes encore une fois sur votre tableau de bord du Partner Center. Vous allez, pareil, sur Client sur la colonne de gauche, puis vous irez sur Compte. Donc, pour savoir si vous avez vraiment fait signer cet accord à votre client, vous avez un espace à côté de Mettre à jour, donc là, à côté de mon rectangle encore de couleur orange. Si vous avez les informations de votre client qui apparaissent, c'est que c'est bon, vous avez bien fait signer le Microsoft Cloud Agreement. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez un petit message qui est écrit non fourni. Donc dans ce cas-là, il faudra cliquer sur Mettre à jour. Vous allez avoir cette fenêtre-là qui s'ouvre. Pareil qu'avant, vous entrez le prénom, le nom, l'adresse mail de votre client, ainsi que la date. Donc la date, normalement, vous n'avez pas besoin de la changer puisqu'elle est à jour.
Après, vous ferez enregistrer et continuer. Alors, sachez que, donc, comme je vous le disais, depuis le 7 novembre, il est obligatoire de faire signer le Microsoft Cloud Agreement à vos clients. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas vendre de solutions cloud, donc pas facturer, donc je vous conseille vivement de le faire au plus vite. Pour les partenaires qui souhaitent utiliser leur API, vous avez jusqu'au 22 mars 2019 pour faire signer le Microsoft Cloud Agreement à vos clients. Donc vous avez le temps. À continuation de cette présentation, vous aurez la procédure, donc toutes les étapes pour mettre en place votre API. Je ne rentrerai pas dans le détail, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas après. Je vous encourage à vous inscrire à nos prochaines formations, donc n'hésitez pas à mettre tous ces liens et notre lien aka.ms formation-licensing dans vos favoris et vous suivrez toutes nos formations. Donc la prochaine, on se donne rendez-vous le 20 novembre à 14 h pour Dynamics 365. Si vous avez des questions concernant le Microsoft Cloud Agreement, sachez que ce lien de la FAQ est cliquable. Donc c'est la foire aux questions qui est en français. Nous travaillons à sa bonne traduction, donc ne vous inquiétez pas, les informations seront de plus en plus claires. Et comme je vous le disais avant, donc là vous avez toute la procédure pour les partenaires qui souhaitent faire signer le Microsoft Cloud Agreement sur les API. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà, au revoir. Merci à tous, merci pour votre participation. Comme toujours, nous allons vous fournir les slides dans les prochains jours, le plus rapidement possible. Vous pourrez bien évidemment les relire, en prendre connaissance, et puis contacter les speakers si vous avez des questions et que vous souhaitez approfondir certains sujets. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite pour le prochain webinaire qui aura lieu le 15 janvier. Bonne journée à tous.